La lumière bleue de mon téléphone éclairait mon visage dans la chambre noire. Il était 3 heures du matin à Sao Paulo. Mes yeux brûlaient de fatigue. Ma main tremblait légèrement. Je fixais l'écran avec une concentration intense. Les mots français dansaient devant mes yeux fatigués. Je ne pouvais pas dormir sans finir ma leçon du jour. Cette obsession me consumait depuis des semaines. Mon corps me suppliait de dormir. Mais quelque chose de plus fort me poussait à continuer. Alors j'ai compris quelque chose d'important ce soir-là. Ma façon d'apprendre le français était complètement incorrecte. Est-ce que la constance signifie vraiment faire quelque chose chaque jour sans exception? Bonjour mon ami. Je m'appelle Marina et j'habite au Brésil. Aujourd'hui, je vais partager mon histoire avec toi. C'est une histoire sur l'apprentissage du français. Mais c'est aussi une histoire sur les erreurs. Et surtout c'est une histoire sur la vraie constance. Avant de commencer, je veux te poser une question. D'où regardes-tu cette vidéo maintenant? Écris dans les commentaires ton pays. J'adore connaître mes spectateurs du monde entier. Maintenant, mon ami, laisse-moi te raconter comment tout a commencé. Le matin où tout a changé. Le réveil a sonné à 6 heures comme toujours. Je me suis levée de mon lit avec difficulté. Mes muscles étaient lourds et fatigués. Dans la cuisine, ma mère préparait déjà le café. L'odeur forte remplissait notre petit appartement. Mon père lisait les nouvelles sur sa tablette. Ma petite sœur Béatrice dormait encore dans notre chambre partagée. C'était un mardi ordinaire de février 2023. Rien ne semblait spécial ce jour-là. Mais parfois, mon ami, les journées ordinaires changent nos vies complètement. Je travaillais dans un centre commercial à cette époque. Mon travail était simple mais ennuyeux. Je vendais des vêtements dans une boutique. Les clients entraient et sortaient toute la journée. Je souriais et je disais les mêmes phrases. Bonjour, comment allez-vous? Puis-je vous aider? Quelle taille cherchez-vous? Merci, et bonne journée. Chaque jour ressemblait au précédent. Mon salaire était de 1400 reais par mois. C'était environ 280 dollars américains. Ce n'était pas beaucoup d'argent pour vivre. Puis quelque chose d'étrange est arrivé ce mardi matin. Une cliente française est entrée dans la boutique. Elle avait environ 50 ans. Ses cheveux étaient courts et gris. Elle portait des lunettes élégantes. Elle cherchait une robe pour un événement spécial. Mais elle ne parlait pas portugais du tout. Elle essayait de communiquer avec des gestes. Ses mains bougeaient dans tous les sens. Son visage montrait de la frustration claire. Je voulais tellement l'aider. Mais je ne parlais pas français. J'ai essayé de parler anglais avec elle. Mon anglais était très basique alors. Elle a secoué la tête négativement.
Elle ne comprenait pas l'anglais non plus. Nous étions là toutes les deux. Deux femmes qui voulaient communiquer. Mais nous ne pouvions pas nous comprendre. Cette situation me rendait triste et frustrée. Finalement, elle est partie sans acheter quoi que ce soit. Son visage déçu est resté dans ma mémoire. Cette image m'a hanté toute la journée. Le soir même, j'ai pris une décision importante. J'allais apprendre le français. Je ne savais pas pourquoi exactement. Peut-être que je voulais aider les prochains clients français. Peut-être que je voulais juste un nouveau défi. Ou peut-être j'avais besoin de changements dans ma vie. Mon ami, tu comprends certainement ce sentiment. Parfois nous avons besoin de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui nous fait sentir vivants. J'ai téléchargé une application populaire cette nuit-là. L'application promettait des résultats rapides. Seulement 15 minutes par jour nécessaires. J'ai commencé ma première leçon immédiatement. Les mots français sonnaient étranges à mes oreilles brésiliennes. Bonjour. Merci. Comment allez-vous? Je répétais après l'application. Ma prononciation était terrible au début. Mais j'étais excitée et motivée. Cette première leçon a duré 30 minutes au lieu de 15. Je ne voulais pas arrêter. La promesse que je ne pouvais pas tenir. Les premiers jours étaient faciles et amusants. Je me réveillais avec enthousiasme chaque matin. Mon téléphone m'attendait sur la table de nuit. J'ouvrais l'application avant même de prendre mon café. Les leçons étaient courtes et simples. Je gagnais des points virtuels. L'application me félicitait avec des sons joyeux. Mon cerveau adorait ces récompenses. Je me sentais comme une championne. Après une semaine, j'ai fait une promesse à moi-même. Je n'allais jamais manquer un seul jour. Ma série de jours consécutifs devait continuer pour toujours. Cette promesse semblait raisonnable alors. 15 minutes par jour, ce n'est rien. Tout le monde a 15 minutes libres. C'était ce que je pensais naïvement. Mon ami, tu as peut-être fait la même promesse. Beaucoup de gens font cette erreur au début. Les statistiques montrent quelque chose d'intéressant. Selon une étude de 2022, environ 80% des apprenants abandonnent une langue dans les 3 premiers mois. Seulement 20% continuent après ce point critique. Je ne connaissais pas ces chiffres alors. Je pensais que j'étais différente. Je pensais que ma motivation était spéciale. Mais la motivation seule ne suffit jamais. La deuxième semaine est devenue plus difficile. Mon travail au centre commercial était très fatigant. Je rentrais à la maison épuisée chaque soir. Mes pieds me faisaient mal après 8 heures debout. Mon cerveau était vide et fatigué. Mais ma série de jours consécutifs continuait. Je refusais de la briser. Même quand j'étais malade avec un rhume.
Même quand ma famille organisait un dîner tardif. Même quand mes amis m'invitaient à sortir. Un soir particulier reste gravé dans ma mémoire. C'était un samedi soir de mars. Mes amies Juliana et Camila voulaient aller danser. Elles adoraient la samba et la musique brésilienne. Le club fermait à 4 heures du matin. Nous sommes partis à 22 heures. La musique était forte et énergique. Les lumières colorées tournaient partout. Je dansais et je riais avec mes amis. L'ambiance était parfaite et joyeuse. Mais quelque chose me dérangeait constamment. Ma série de jours. Je n'avais pas fait ma leçon aujourd'hui. Il était déjà minuit passé. Techniquement, c'était déjà dimanche. J'avais perdu mon jour de samedi. Ma série allait se briser. Cette pensée me torturait. Je ne pouvais plus profiter de la soirée. Mes amis dansaient et s'amusaient. Moi je regardais mon téléphone nerveusement. À 2 heures du matin, j'ai pris une décision. J'ai dit au revoir à mes amies. Elles étaient confuses et déçues. Pourquoi je partais si tôt? La soirée était encore jeune. Mais je ne pouvais pas expliquer. Comment dire que ma série virtuelle était plus importante? Comment dire qu'une application contrôlait ma vie? Elle n'aurait pas compris mon amie. Je suis rentré en taxi à 2h30. Mon appartement était silencieux et sombre. Tout le monde dormait profondément. Je me suis assise dans la cuisine. La lumière froide du réfrigérateur éclairait la pièce. J'ai ouvert mon application avec des mains tremblantes. J'ai fait ma leçon rapidement. Les mots français n'avaient aucun sens ce soir-là. Je ne me concentrais pas du tout. Je voulais juste sauver ma série. À 3h moins le quart j'ai fini. Ma série était sauvée. J'avais 23 jours consécutifs maintenant. Je devrais me sentir fière. Je devrais me sentir accomplie. Mais je me sentais vide et triste. Quelque chose était vraiment mal avec cette situation. Ma constance ressemblait plus à une obsession. Mon ami, c'était mon premier grand signal d'alarme. Pourquoi mes amis ont arrêté? Je n'étais pas la seule à apprendre le français. 3 de mes collègues avaient commencé aussi. Nous travaillions ensemble dans la même boutique. Renata avait 28 ans et rêvait de voyager. Lucas avait 32 ans et aimait les films français. Et Patricia avait 24 ans comme moi. Elle voulait impressionner son petit ami européen. Nous avons formé un petit groupe d'études. Chaque pause déjeuner nous pratiquions ensemble. Nous comparions nos progrès et nos points. L'atmosphère était compétitive mais amicale. Renata apprenait le plus vite. Ses résultats étaient toujours impressionnants. Lucas faisait beaucoup d'erreurs, mais il riait toujours.
Patricia était sérieuse et concentrée comme moi. La première personne à abandonner était Renata. C'était surprenant pour tout le monde. Elle avait 47 jours consécutifs. Son niveau était le plus avancé. Puis un jour elle a juste arrêté. Nous lui avons demandé pourquoi. Sa réponse était simple et directe. Elle se sentait épuisée et dépassée. L'application demandait de plus en plus de temps. Les leçons devenaient plus longues et difficiles. Elle n'avait plus de temps pour sa vie. Lucas a abandonné 2 semaines après Renata. Son excuse était différente. Il disait qu'il n'apprenait rien de réel. Il pouvait faire les exercices facilement. Il gagnait tous les points possibles. Mais il ne pouvait pas avoir une vraie conversation. Il ne pouvait pas comprendre les films français. L'application lui enseignait des phrases inutiles. Des phrases comme le chat boit du lait. Ou la femme mange une pomme rouge. Ces phrases ne servaient à rien dans la vraie vie. Patricia a continué le plus longtemps. Elle et moi étions les dernières. Nous nous encouragions mutuellement chaque jour. Nous partagions nos frustrations et nos petites victoires. Mais après 3 mois, elle a abandonné aussi. Son petit ami européen était parti. Il était retourné dans son pays. Leur relation était terminée. Patricia n'avait plus de motivation pour continuer. Le français lui rappelait seulement des souvenirs douloureux. Maintenant j'étais complètement seule. Mes 3 amis avaient abandonné. Je n'avais plus personne avec qui partager. Cette solitude rendait l'apprentissage encore plus difficile. Mais je refusais d'abandonner. Ma série de jours consécutifs était à 90 maintenant. J'avais investi trop de temps déjà. Je ne pouvais pas tout perdre maintenant. Mon ami, cette logique était complètement fausse. Le jour sans progrès. Un jeudi d'avril, quelque chose d'étrange est arrivé. J'ai passé 1 heure sur l'application. J'ai terminé toutes mes leçons du jour. J'ai gagné tous mes points habituels. Les petites animations me félicitaient. Mais à la fin, je ne me souvenais de rien. Absolument rien du tout. J'ai essayé de me rappeler ce que j'avais appris. Quel nouveau mot français j'avais vu. Quelle nouvelle structure grammaticale. Mon esprit était complètement vide. J'avais passé 1 heure entière. Mais c'était comme si rien ne s'était passé. Mon cerveau n'avait rien enregistré. Cette réalisation m'a choqué profondément. J'avais fait 97 jours consécutifs. Mais combien de ces jours étaient vraiment productifs? Combien de fois j'avais vraiment appris quelque chose? Peut-être seulement les 20 premiers jours. Peut-être même moins que ça. Les autres jours étaient juste pour maintenir ma série. J'ai décidé de faire un test simple. J'ai fermé l'application complètement.
J'ai pris un papier et un stylo. J'ai essayé d'écrire tout ce que je savais en français. Toutes les phrases que je pouvais former. Tous les mots que je me rappelais. Le résultat était décevant et humiliant. Je pouvais écrire peut-être 15 phrases basiques. Je suis brésilienne. J'habite à Sao Paulo. J'aime le café. Je travaille dans une boutique. Des choses très simples et enfantines. Après 3 mois d'études quotidiennes. Après plus de 90 heures investies. Mon niveau était encore débutant absolu. Quelque chose n'allait vraiment pas. Les recherches en neurosciences expliquent ce phénomène. Notre cerveau apprend mieux avec l'attention active. Quand nous faisons quelque chose mécaniquement, le cerveau n'enregistre pas l'information. C'est comme conduire une voiture sur un trajet familier. Nous arrivons à destination, mais nous ne nous souvenons pas du voyage. Mon apprentissage du français était exactement pareil. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans mon lit. Béatrice dormait à côté de moi. Je ne voulais pas la réveiller. Mes larmes coulaient silencieusement sur mon oreiller. J'avais perdu tellement de temps précieux. 3 mois de ma vie. 97 jours consécutifs. Pourquoi exactement? Pour une série virtuelle qui ne signifiait rien. Mon ami ce jour était un tournant crucial. Quand j'ai voulu abandonner. Le lendemain matin, je ne voulais plus continuer. Ma série de jours allait se briser. Et franchement, cela ne me dérangeait plus. J'étais fatiguée de cette routine inutile. J'étais fatiguée de me mentir à moi-même. J'avais besoin d'arrêter et de réfléchir. Mais abandonner complètement semblait aussi une erreur. J'aimais toujours la langue française. Les sons doux et mélodieux. La culture riche et fascinante. Mon rêve d'aider les clients francophones. Ces choses étaient encore importantes pour moi. Le problème n'était pas le français. Le problème était ma méthode. J'ai passé le week-end à chercher des informations. Je voulais comprendre comment vraiment apprendre une langue. Pas juste maintenir une série artificielle. Mais vraiment progresser et développer des compétences. J'ai lu des articles scientifiques en portugais. J'ai regardé des vidéos de polyglottes célèbres. J'ai pris beaucoup de notes importantes. Plusieurs concepts m'ont frappé particulièrement. Le premier était l'apprentissage espacé. Notre cerveau retient mieux l'information quand nous la révisons à intervalles croissants. Pas chaque jour exactement. Mais peut-être aujourd'hui, puis dans 3 jours. Puis dans 1 semaine. Puis dans 2 semaines. Cette méthode était scientifiquement prouvée efficace. Le deuxième concept était l'apprentissage actif. Nous devons utiliser la langue activement. Pas juste consommer du contenu passivement. Pas juste taper sur des boutons.
Mais vraiment parler, écrire, créer. Mon application ne demandait rien de tout ça. Je choisissais juste des réponses multiples. Je tapais quelques mots occasionnellement. Rien d'actif ou créatif. Le troisième concept était l'apprentissage contextuel. Les mots isolés sont difficiles à mémoriser. Notre cerveau préfère les histoires et les contextes. Quand nous apprenons un mot dans une histoire. Quand nous le voyons utilisé naturellement. Nous nous en souvenons mieux. L'application me donnait juste des listes de vocabulaire. Sans contexte réel ou histoire. Ces trois concepts ont changé ma perspective complètement. J'ai compris que ma méthode était fondamentalement cassée. Ce n'était pas un problème de motivation. Ce n'était pas un problème de temps. C'était un problème de stratégie. Mon ami, même 1000 jours consécutifs ne m'aurait pas aidé. Pas avec cette mauvaise méthode. Dimanche soir, j'ai pris une grande décision. J'allais recommencer depuis le début. Pas recommencer le français. Mais recommencer ma méthode d'apprentissage. J'allais oublier les séries de jours. J'allais oublier les points virtuels. J'allais me concentrer sur l'apprentissage réel. Cette décision me faisait peur. Mais elle était nécessaire et importante. La méthode qui ne marchait pas. Avant de commencer ma nouvelle méthode. Je voulais comprendre pourquoi l'ancienne ne marchait pas. Cette analyse était importante pour éviter les mêmes erreurs. Alors j'ai fait une liste de tous les problèmes. Problème numéro 1 était la gamification excessive. L'application transformait tout en jeu. Des points, des badges, des classements. Ces éléments étaient amusants au début. Mais ils détournaient l'attention de l'objectif réel. Je voulais les points plus que la connaissance. Mon cerveau cherchait la dopamine rapide. Pas l'apprentissage profond et durable. Problème numéro 2 étaient les exercices répétitifs. Chaque jour ressemblait au précédent. Les mêmes types de questions. Les mêmes formats d'exercices. Choisir la bonne traduction. Assembler les mots dans l'ordre. Taper la phrase entendue. Après quelques semaines, mon cerveau faisait tout automatiquement. Sans vraiment penser ou réfléchir. Problème numéro 3 était le manque de contexte réel. L'application enseignait des phrases isolées. Le chien est noir. La fille mange du pain. Ces phrases étaient grammaticalement correctes. Mais elles ne servaient à rien. Dans une vraie conversation, personne ne dit ces choses. Le vocabulaire enseigné était souvent inutile aussi. Des mots comme perroquet ou grenouille. Combien de fois utilisons-nous ces mots vraiment? Problème numéro 4 était l'absence de production libre. Je ne créais jamais mes propres phrases. Je ne parlais jamais librement. Je ne décidais jamais quoi dire.
L'application me donnait toujours des options. A ou B ou C ou D. Ou alors des mots à assembler. Mais jamais un espace blanc à remplir. Jamais une vraie liberté d'expression. Problème numéro 5 était la progression trop lente. Après 3 mois, je connaissais peut-être 300 mots. Les études montrent qu'un adulte peut apprendre 50 nouveaux mots par semaine. Avec une bonne méthode bien sûr. Cela signifie 600 mots en 3 mois. J'étais à la moitié de ce potentiel. Problème numéro 6 était le manque d'immersion. Je passais seulement 15 à 30 minutes par jour. Le reste de ma journée était en portugais. Mon cerveau ne pensait jamais en français. Les langues ont besoin d'immersion pour vraiment s'installer. Même une petite immersion quotidienne aide beaucoup. Mais je n'avais aucune immersion du tout. Ces 6 problèmes expliquaient mes mauvais résultats. Mon ami comprendre les problèmes est la première étape. La deuxième étape est de trouver des solutions. Et c'est exactement ce que j'ai fait ensuite. Les 20 minutes qui ont tout sauvé. Ma nouvelle méthode devait être différente. Mais elle devait aussi être réaliste. Je travaillais encore 8 heures par jour. J'avais encore mes responsabilités familiales. Je ne pouvais pas soudainement étudier 4 heures quotidiennes. Mon temps était limité comme avant. J'ai décidé de me concentrer sur 20 minutes. Seulement 20 minutes par jour. Mais ces 20 minutes devaient être de haute qualité. Pas de distraction. Pas de multitâche. Juste de l'apprentissage focalisé et intense. Les scientifiques appellent cela la pratique délibérée. C'est plus efficace que des heures d'études passives. Voici comment j'ai structuré mes 20 minutes. Les 5 premières minutes étaient pour la révision. Je révisais le vocabulaire des jours précédents. Mais pas n'importe comment. J'utilisais des cartes mémoire avec un système intelligent. Le système me montrait les mots que j'oubliais plus souvent. Les mots faciles apparaissaient moins fréquemment. Cette méthode s'appelle la répétition espacée. Elle est scientifiquement prouvée très efficace. Les 10 minutes suivantes étaient pour le nouveau contenu. Mais pas du contenu artificiel. Du contenu réel et authentique. Je regardais des vidéos courtes en français. Des vlogs de personnes normales. Des recettes de cuisine simples. Des tutoriels de maquillage basique. Le français parlé était naturel et réel. Le contexte était clair et visuel. Pendant ces 10 minutes, je prenais des notes. Quand j'entendais un mot nouveau, je le notais. Quand je voyais une structure intéressante, je la copiais. Je ne comprenais pas tout bien sûr. Peut-être seulement 20 ou 30%. Mais c'était normal et acceptable. La compréhension vient progressivement avec le temps. Les 5 dernières minutes étaient pour la production.
C'était la partie la plus importante. Je devais créer quelque chose en français. Parfois j'écrivais un petit paragraphe sur ma journée ou mes pensées. Parfois je parlais à voix haute. Je me décrivais dans le miroir. Ou je parlais de ce que je voyais. Ma prononciation était terrible. Ma grammaire était pleine d'erreurs. Mais je produisais du français actif. Cette structure simple a tout changé. 20 minutes seulement. Mais 20 minutes de qualité réelle. Pas de points virtuels à gagner. Pas de série à maintenir. Juste de l'apprentissage pur et concentré. Mon ami, les résultats étaient visibles immédiatement. Après une semaine, j'ai remarqué quelque chose. Je me souvenais des mots beaucoup mieux. Pourquoi exactement? Parce que je les voyais dans un contexte. Dans une vraie vidéo avec des images. Pas dans une phrase artificielle isolée. Mon cerveau créait des associations fortes. Le mot cuisine avec l'image d'une femme cuisinant. Le mot marché avec une vidéo de quelqu'un marchant. Après 2 semaines, j'ai remarqué autre chose. Je commençais à penser en français parfois. Pas beaucoup bien sûr. Juste quelques mots isolés. Mais c'était un début important. Mon cerveau acceptait le français progressivement. Il ne résistait plus comme avant. Après 1 mois, les changements étaient évidents. Je pouvais comprendre des phrases complètes maintenant. Pas juste des mots isolés. Des phrases entières avec leur sens. Quand je regardais une vidéo, je captais l'idée générale. Même si je manquais des détails. Cette progression me motivait énormément. Les statistiques sur l'apprentissage des langues soutiennent ma méthode. Une étude de 2021 a comparé différentes approches. Les étudiants qui étudiaient 20 minutes avec attention totale progressaient plus vite que ceux qui étudiaient 1 heure distraitement. La qualité battait la quantité clairement. Mon ami, cette découverte était révolutionnaire pour moi. Ma bataille contre l'oubli. Mais un nouveau problème est apparu rapidement. J'apprenais beaucoup de nouveaux mots. Mais j'oubliais aussi beaucoup rapidement. Notre cerveau oublie naturellement les informations. C'est un processus normal et scientifique. La courbe de l'oubli montre ce phénomène. Nous oublions environ 50% dans la première heure. Puis 80% dans la première journée. Cette réalité était frustrante et décourageante. Je passais du temps à apprendre des mots. Le lendemain, je les avais oubliés. C'était comme remplir un seau percé. L'eau sortait aussi vite qu'elle entrait. Je devais trouver une solution urgente. La solution était le système de répétition espacée. J'ai commencé à utiliser une application spéciale. Cette application n'était pas un jeu. Elle n'avait pas de points ou de badge.
Elle avait juste des cartes mémoire intelligentes. L'algorithme calculait quand me montrer chaque carte. Basé sur ma performance précédente. Si je me souvenais facilement d'un mot. L'application attendait plus longtemps avant de le montrer. Peut-être une semaine ou deux. Si j'oubliais un mot. L'application le montrait plus fréquemment. Peut-être le lendemain ou dans 3 jours. Cette méthode optimisait ma mémoire naturellement. J'ai créé mes propres cartes mémoire. Je n'utilisais pas de cartes préfabriquées. Pourquoi cette décision? Parce que créer la carte aide la mémoire. Quand je tapais le mot français. Quand je cherchais une bonne image. Quand j'écrivais un exemple personnel. Mon cerveau travaillait activement. Cette activité renforçait l'apprentissage initial. Mes cartes avaient un format spécifique. Côté recto le mot français seulement. Pas de traduction en portugais. Pourquoi cette approche? Parce que je voulais penser en français. Pas traduire constamment dans ma tête. Côté verso une image claire. Plus une phrase exemple. Et parfois un petit dessin personnel. Par exemple pour le mot cuisine. Côté recto juste le mot cuisine. Côté verso une photo d'une belle cuisine. Plus la phrase ma mère travaille dans la cuisine. Cette combinaison créait des connexions multiples. Le mot, le concept, l'image et le contexte personnel. J'ai commencé avec 10 nouvelles cartes par jour. Certains experts recommandent 20 ou 30. Mais je voulais être réaliste. 10 nouveaux mots par jour. Cela fait 70 mots par semaine. Environ 300 mots par mois. En 6 mois j'aurai 1800 mots. C'est assez pour des conversations basiques. La révision prenait environ 10 minutes chaque matin. Parfois 15 minutes les jours difficiles. Je faisais cela avant toute autre chose. Avant de regarder les réseaux sociaux. Avant de prendre mon petit déjeuner. Mon cerveau était frais et concentré. Cette routine matinale est devenue sacrée. Les résultats ont dépassé mes attentes complètement. Après 2 mois j'avais 600 cartes actives. Je me souvenais de la majorité facilement. Peut-être 90% des mots. Les 10% restants demandaient plus de révision. Mais c'était normal et gérable. Mon ami, le système de répétition espacée est magique. Il transforme la mémoire à court terme en mémoire à long terme. Il combat la courbe de l'oubli scientifiquement. Aujourd'hui, c'est ma méthode principale. Je ne peux pas imaginer apprendre sans elle. Le problème avec les applications. Vous pensez peut-être que je suis contre toutes les applications. Mais ce n'est pas vrai du tout. Les applications peuvent être des outils utiles. Le problème arrive quand elles deviennent notre seule méthode.
Quand nous dépendons complètement d'elles. Quand nous oublions que les langues sont vivantes. Les applications ont plusieurs avantages clairs. Elles sont pratiques et toujours disponibles. Notre téléphone est toujours dans notre poche. Nous pouvons étudier n'importe où. Dans le bus en attendant en pause. Cette flexibilité est vraiment précieuse. Les applications sont aussi structurées et organisées. Nous n'avons pas besoin de planifier. L'application fait tout pour nous. Mais les applications ont aussi des limitations sérieuses. La première limitation est l'absence d'interaction humaine. Les langues existent pour communiquer avec des personnes. Pas pour parler à un écran. Nous avons besoin de vraies conversations. Avec des erreurs, des hésitations, des émotions. Les applications ne peuvent pas offrir cela. La deuxième limitation est le contenu artificiel. Comme je l'ai déjà mentionné. Les phrases dans les applications sont souvent bizarres. Elles sont grammaticalement correctes, mais socialement inutiles. Le chat boit du lait. Mon oncle porte un chapeau rouge. Personne ne dit ces choses naturellement. Dans la vraie vie, nous parlons de choses significatives. La troisième limitation est la progression linéaire forcée. Les applications suivent un chemin prédéfini. Leçon 1 puis leçon 2 puis leçon 3. Mais chaque personne est différente. Nous avons des besoins différents. Des intérêts différents. Des vitesses d'apprentissage différentes. Un chemin unique ne convient pas à tout le monde. J'ai décidé d'utiliser les applications différemment. Pas comme ma méthode principale, mais comme un outil supplémentaire. Un complément à mon apprentissage réel. Par exemple, je les utilisais pour la grammaire basique. Les règles de conjugaison simple. Les structures de phrases élémentaires. Pour ces choses, les applications fonctionnent bien. Mais pour le vocabulaire, j'utilisais mes cartes personnelles. Pour la compréhension, je regardais des vidéos authentiques. Pour la production, j'écrivais dans mon journal. Pour la conversation, j'ai trouvé une autre solution. Cette solution a changé tout encore une fois. Pourquoi je détestais parler? Parler était ma plus grande peur. Je pouvais lire le français assez bien. Je pouvais écrire des phrases simples. Je comprenais des vidéos basiques. Mais parler me terrifiait complètement. Mon cœur battait vite juste d'y penser. Ma bouche devenait sèche. Mes mains tremblaient légèrement. Pourquoi cette peur était si intense? Plusieurs raisons expliquaient cela. Premièrement, ma prononciation était terrible. Le français a des sons que le portugais n'a pas. Le R français particulièrement. Et les voyelles nasales. Et les liaisons complexes. Ma bouche brésilienne ne savait pas comment faire ces sons. Deuxièmement, j'avais peur des erreurs.
Quand j'écrivais, je pouvais vérifier. Je pouvais effacer et corriger. Mais en parlant, tout était immédiat. Pas de temps pour réfléchir. Pas de possibilité d'effacer. Mes erreurs étaient publiques et permanentes. Cette idée me paralysait. Troisièmement, j'avais peur du jugement. Je pensais que les gens se moqueraient de ma prononciation ridicule, de mes erreurs stupides, de mon niveau débutant. Je m'imaginais des scénarios humiliants. Ces pensées m'empêchaient d'essayer. Mais je savais que parler était essentiel. On ne peut pas apprendre à nager sans entrer dans l'eau. On ne peut pas apprendre à conduire sans prendre le volant. Et on ne peut pas apprendre à parler sans parler. Cette logique était claire et indéniable. J'ai commencé très petit. Très privé. Seul dans ma chambre. Je parlais à voix haute en français. Je me décrivais dans le miroir. Bonjour, je m'appelle Marina. J'ai les cheveux longs et noirs. Je porte un t-shirt bleu. Des phrases simples et basiques. Personne ne pouvait m'entendre. Personne ne pouvait me juger. Cette pratique solitaire m'a aidé progressivement. Ma langue s'habituait au son français. Ma bouche apprenait les mouvements nécessaires. Je faisais encore beaucoup d'erreurs. Mais je les faisais en privé. Cela réduisait la pression énormément. Après 2 semaines, j'ai essayé quelque chose de nouveau. Je me suis enregistré avec mon téléphone. Puis j'ai écouté l'enregistrement. Mon Dieu, que c'était difficile. Ma voix sonnait étrange. Mon accent était horrible. Mes erreurs étaient évidentes. Je voulais supprimer l'enregistrement immédiatement. Mais je me suis forcé à l'écouter. J'ai noté tous mes problèmes. Puis j'ai répété l'exercice. J'ai enregistré la même chose encore. Puis j'ai comparé les 2 versions. La deuxième était légèrement meilleure. Pas parfaite bien sûr. Mais un peu meilleure. Ce petit progrès m'a encouragé. J'ai continué cette routine pendant 1 mois. Chaque jour je m'enregistrais. Parfois je parlais de ma journée. Parfois je décrivais une photo. Parfois je racontais une histoire simple. La durée augmentait progressivement. 30 secondes, puis 1 minute. Puis 2 minutes, puis 5. Mes enregistrements formaient une chronique sonore. Je pouvais entendre mon progrès clairement. L'enregistrement du jour 1 était terrible. L'enregistrement du jour 30 était beaucoup meilleur. Pas parfait encore. Mais infiniment amélioré. Mon ami, cette preuve concrète était très motivante. Mais parler seul n'était pas suffisant. J'avais besoin de vraies conversations. Avec de vraies personnes.
qui pouvait me corriger et me guider. Cette nécessité me faisait encore peur. Mais je savais qu'elle était inévitable. La règle qui semblait impossible. En juin 2023, j'ai découvert un concept important. Il s'appelle la règle des 10 000 heures. Cette règle vient d'un livre célèbre. Elle dit qu'on a besoin de 10 000 heures de pratique pour maîtriser n'importe quelle compétence complexe. Les langues sont définitivement complexes. 10 000 heures. Le nombre me semblait impossible. Faisons un petit calcul rapide. Si j'étudie 1 heure par jour, cela fait 365 heures par an. Pour 10 000 heures, je devrais étudier pendant 27 ans. 27 ans. C'est plus long que toute ma vie jusqu'à maintenant. Mais j'ai creusé plus profondément. Les experts disent que 10 000 heures sont pour la maîtrise totale. Pour devenir un expert professionnel. Mais pour être conversationnel. Pour pouvoir communiquer confortablement. On a besoin de beaucoup moins. Peut-être 1000 ou 2000 heures. Ce nombre semblait plus raisonnable. 2000 heures à 1 heure par jour. Cela fait 5 ans et demi. Encore long bien sûr. Mais pas impossible. 5 ans passent vite dans une vie. En 2028, j'aurai seulement 29 ans. Encore très jeune. Avec une compétence précieuse pour toute ma vie. Cette perspective à long terme changeait tout. Je ne cherchais plus des résultats rapides. Je ne voulais plus être fluente en 3 mois. Ces promesses sont des mensonges de marketing. Personne ne devient fluent si vite. Sauf peut-être les enfants très jeunes. Ou les génies exceptionnels. J'ai accepté que l'apprentissage serait long. Cette acceptation était libératrice étrangement. Je n'étais plus frustrée par mon rythme. Je n'étais plus découragée par mes erreurs. Je savais que j'étais sur un chemin de plusieurs années. Chaque jour était juste un petit pas. Un petit pas sur un très long voyage. Mais cette perspective créait aussi un nouveau défi. Comment rester motivé pendant des années? Comment maintenir la constance sur le long terme? Les premières semaines sont faciles. La motivation initiale nous pousse. Mais après 6 mois. Après 1 an. Après 2 ans. La motivation naturelle disparaît complètement. Les statistiques sur l'abandon sont claires. La majorité des gens abandonnent dans la première année. Seulement une petite minorité continue après 2 ans. Pourquoi exactement? Parce que les progrès deviennent moins visibles. Au début, nous progressons vite. Chaque semaine apporte des nouveautés évidentes. Mais après quelques mois, les progrès ralentissent naturellement. Ce ralentissement est normal et scientifique. On l'appelle la courbe d'apprentissage.
Au début la pente est raide. Nous montons rapidement. Puis la pente devient plus douce. Nous montons toujours mais lentement. C'est frustrant mais inévitable. Mon ami comprendre cela m'a beaucoup aidé. J'ai décidé de me concentrer sur le processus. Pas sur les résultats à court terme. Je célébrerai mes efforts quotidiens. Pas mes progrès mesurables. Si j'avais fait mes 20 minutes. C'était une victoire. Même si je ne sentais aucun progrès. Même si je faisais des erreurs stupides. L'important était la constance du processus. Cette mentalité nécessitait de la discipline mentale. Notre cerveau aime les récompenses immédiates. Il veut voir des résultats maintenant. Mais les compétences profondes demandent du temps. Elles se construisent lentement et invisiblement. Comme un arbre qui grandit. On ne voit pas la croissance quotidienne. Mais après 1 an l'arbre est plus grand. Mais erreur embarrassante. En juillet, j'ai fait ma première vraie conversation. J'avais trouvé une application d'échange linguistique. Des Français voulaient apprendre le portugais. Des Brésiliens voulaient apprendre le français. L'application nous connectait pour des conversations vidéo. 30 minutes en français. 30 minutes en portugais. Un échange équitable. Ma première partenaire s'appelait Sophie. Elle avait 35 ans. Elle habitait à Lyon. Elle était professeure d'histoire. Elle semblait gentille et patiente. Mais j'étais terrifiée quand même. Mon cœur battait comme un tambour. Mes mains étaient moites de sueur. J'ai failli annuler au dernier moment. La conversation a commencé catastrophiquement. Sophie a dit « Bonjour, comment allez-vous » Une phrase simple et standard. Mais mon cerveau s'est figé complètement. J'avais pratiqué cette phrase 100 fois. Mais maintenant devant une vraie personne. Rien ne sortait de ma bouche. Un silence gênant s'est installé. Sophie attendait patiemment. Mes joues brûlaient de honte. Finalement j'ai murmuré quelque chose. Ma voix tremblait nerveusement. Bonjour, je vais bien, merci. Une réponse robotique et mécanique. Mais c'était un début. Sophie a souri encourageante. Elle a ralenti sa vitesse de parole. Elle utilisait des mots simples. Elle m'aidait discrètement. Puis j'ai fait ma première grosse erreur. Sophie a demandé quel âge j'avais. Je voulais dire j'ai 24 ans. Mais j'ai dit je suis 24 ans. En français on a son âge. On n'est pas son âge. Cette confusion vient du portugais. Où nous disons je suis 24 ans. Mon cerveau a traduit directement. Sophie m'a corrigé gentiment. On dit j'ai 24 ans.
Elle a expliqué la différence. J'ai répété correctement. Mais l'embarras restait. Comment je pouvais faire une erreur si basique? Après des mois d'études. Cette erreur me semblait impardonnable. Les erreurs ont continué pendant toute la conversation. J'ai confondu il et elle plusieurs fois. J'ai oublié de faire les liaisons. J'ai prononcé le R comme un R portugais. J'ai mélangé le passé composé et l'imparfait. Chaque erreur augmentait ma frustration. Je voulais que la conversation se termine. Mais Sophie restait encourageante et positive. Elle me félicitait pour mes efforts. Elle disait que mon niveau était bon. Pour seulement quelques mois d'études. Ses compliments étaient gentils. Mais je ne les croyais pas vraiment. Je me sentais incompétente et stupide. Après la conversation, j'ai pleuré encore. Pourquoi je ne pouvais pas parler correctement? Pourquoi chaque phrase était difficile? Pourquoi je faisais autant d'erreurs? Peut-être que je n'étais pas faite pour les langues. Peut-être que je devrais abandonner maintenant. Ces pensées négatives remplissaient ma tête. Mais le lendemain, quelque chose a changé. J'ai réécouté notre conversation. L'application permettait les enregistrements. Avec de la distance et du calme. La conversation ne semblait pas si terrible. Oui, j'avais fait des erreurs. Beaucoup d'erreurs en fait. Mais j'avais aussi dit des choses correctes. J'avais communiqué des idées. Sophie m'avait comprise. Cette réalisation était importante, mon ami. Les erreurs sont normales et nécessaires. Elles font partie de l'apprentissage. Chaque erreur est une opportunité de s'améliorer. Sans erreur, nous ne progressons pas. J'ai commencé à noter toutes mes erreurs. Dans un cahier spécial. Puis je travaillais sur chacune individuellement. J'ai continué mes conversations avec Sophie. Chaque semaine nous parlions ensemble. Nos conversations s'amélioraient progressivement. Mes erreurs diminuaient lentement. Mon aisance augmentait graduellement. Après un mois, je pouvais parler 5 minutes sans bloquer. Après 2 mois, je racontais des histoires courtes. Le progrès était visible et encourageant. Le plateau qui ne finissait jamais. En septembre, un nouveau problème est apparu. Mon progrès semblait s'arrêter complètement. Je continuais à étudier 20 minutes quotidiennes. Je continuais mes conversations avec Sophie. Je continuais tout exactement pareil. Mais je ne m'améliorais plus du tout. C'était comme frapper un mur invisible. Ce phénomène s'appelle un plateau d'apprentissage. C'est commun dans toutes les compétences. Pas seulement les langues. Les musiciens les atteignent. Les athlètes les rencontrent. Les artistes les expérimentent.
Notre progrès monte, puis s'aplatit. Puis monte encore, puis s'aplatit encore. Ces cycles se répètent constamment. Mon plateau a duré 6 semaines complètes. 6 semaines sans amélioration visible. 6 semaines de frustration croissante. Je faisais toujours les mêmes erreurs. Je connaissais toujours le même vocabulaire. Je comprenais toujours le même niveau. Rien ne changeait vraiment. Cette situation testait ma constance sérieusement. Pourquoi continuer si rien ne s'améliore? Pourquoi investir du temps sans résultat? Mon cerveau cherchait des raisons d'abandonner. Peut-être j'avais atteint mon maximum. Peut-être que je ne pouvais pas progresser plus. Ces doutes me tourmentaient. Mais j'ai fait une recherche approfondie. Sur les plateaux d'apprentissage. Sur comment les surmonter. J'ai découvert des informations rassurantes. Les plateaux sont en fait des périodes de consolidation. Notre cerveau intègre les connaissances acquises. Il réorganise les connexions neuronales. Il prépare le prochain saut qualitatif. Ce processus est invisible mais essentiel. Les experts recommandent plusieurs stratégies. La première est de changer quelque chose. Notre routine peut devenir trop confortable. Notre cerveau s'habitue et s'ennuie. Nous devons introduire de la nouveauté. De nouveaux matériaux. De nouvelles méthodes. De nouveaux défis. J'ai suivi ce conseil immédiatement. J'ai ajouté quelque chose de nouveau à ma routine. J'ai commencé à écouter des podcasts français. Pas des podcasts pour apprenants. Mais des vrais podcasts pour francophones natifs. Sur des sujets qui m'intéressaient. La mode. La psychologie. Les histoires vraies. Au début je comprenais presque rien. Peut-être 10% du contenu. Les locuteurs parlaient trop vite. Ils utilisaient des mots inconnus. Ils parlaient de sujets complexes. C'était décourageant et difficile. Mais je persistais quand même. J'écoutais le même épisode plusieurs fois. La première fois je captais juste l'idée générale. La deuxième fois je comprenais plus de détails. La troisième fois je reconnaissais des phrases entières. Cette répétition était fastidieuse mais efficace. Mon cerveau s'adaptait progressivement au français rapide. Après 3 semaines, quelque chose d'incroyable est arrivé. Je comprenais soudainement beaucoup plus. Pas tout bien sûr. Mais peut-être 40%. C'était 4 fois plus qu'au début. Comment c'était possible? Mon plateau s'était transformé en saut qualitatif. Exactement comme les experts l'avaient prédit. Cette expérience m'a appris une leçon cruciale. Les plateaux sont temporaires et trompeurs. Ils semblent stagnants en surface.
Mais en profondeur le progrès continue. Notre travail n'est jamais perdu. Il s'accumule invisiblement. Puis il émerge soudainement. Mon ami, la patience est vraiment essentielle. Quand la motivation disparaît. En novembre, ma motivation a complètement disparu. Le temps froid et pluvieux de Sao Paulo. Les jours gris et déprimants. Mon travail stressant au centre commercial. Tout contribuait à mon épuisement. Je rentrais fatigué chaque soir. Je voulais juste dormir. Le français semblait moins important soudainement. J'ai manqué ma première journée depuis des mois. Ce n'était pas intentionnel. Je me suis juste endormie. Quand je me suis réveillée, il était minuit passé. Techniquement le jour suivant. Ma série était brisée. Mais contrairement à avant, cela ne me dérangeait pas vraiment. Je n'avais plus de série à maintenir. Je n'avais plus cette pression artificielle. Le lendemain, j'ai recommencé normalement. Mes 20 minutes habituelles. Mais quelque chose était différent. L'enthousiasme avait disparu. La joie n'était plus là. Je faisais tout mécaniquement. Par habitude plutôt que par désir. Cette sensation était inquiétante. La motivation initiale dure rarement longtemps. Les recherches montrent que la motivation diminue après 3 à 6 mois. Pour n'importe quel objectif. Perdre du poids, apprendre une langue, faire du sport. Au début, nous sommes excités. Puis l'excitation s'estompe. C'est un processus naturel et universel. Alors comment continuer sans motivation? La réponse est simple mais difficile. On développe des systèmes. Des habitudes. Des routines. On ne compte plus sur l'émotion. On compte sur la structure. Mon ami, les systèmes battent la motivation toujours. J'ai renforcé mes systèmes existants. Mes 20 minutes étaient déjà une habitude. Mais je les ai rendus plus automatiques. J'ai choisi un moment fixe. 7 heures du matin. Tous les jours. Sans exception. Après me réveiller. Avant le petit déjeuner. Ce timing était sacré. J'ai créé un environnement propice. Une petite table dans le coin de ma chambre. Mes écouteurs toujours prêts. Mon carnet de notes ouvert. Tout était préparé la veille. Quand cette heure arrivait, je n'avais rien à décider. Je m'asseyais et commençais automatiquement. J'ai aussi trouvé une astuce psychologique. La règle des 2 minutes. Si une tâche demande moins de 2 minutes pour commencer, il faut juste commencer. Pas réfléchir. Pas négocier. Juste commencer.
Mes 20 minutes demandaient seulement 2 secondes pour commencer. Ouvrir l'application. Mettre mes écouteurs. C'est tout. Cette règle fonctionnait remarquablement bien. Les jours où je n'avais aucune motivation. Je me disais juste 2 minutes. 2 minutes seulement. Si après 2 minutes je voulais arrêter. Je pouvais arrêter. Mais généralement après 2 minutes. J'étais déjà engagé. Mon cerveau était déjà actif. Je continuais naturellement. J'ai aussi changé mon environnement physique. J'ai collé des post-it partout. Sur le miroir de la salle de bain. Sur la porte du réfrigérateur. Sur mon écran d'ordinateur. Chaque post-it avait une phrase motivante. 20 minutes aujourd'hui. Pas demain. Ou le français n'attend pas. Ou encore tu progresses même sans le voir. Ces petits rappels aidaient beaucoup. Ils interrompaient mes pensées négatives. Ils me rappelaient mon engagement. Ils me poussaient à agir. Mon ami, l'environnement influence notre comportement énormément. Utiliser cela stratégiquement était intelligent. Mais la stratégie la plus puissante était différente. J'ai trouvé un groupe de soutien. D'autres Brésiliens apprenaient le français aussi. Nous avons créé un groupe sur une application de messagerie. Nous partagions nos progrès quotidiens. Nous nous encouragions mutuellement. Nous célébrations les petites victoires ensemble. Ce groupe changeait tout complètement. Les jours où je n'avais pas de motivation. Je voyais les messages des autres. Ils continuaient malgré leurs difficultés. Leurs efforts m'inspiraient. Je ne voulais pas les décevoir. Je ne voulais pas être la seule à abandonner. Cette responsabilité sociale était motivante. Mon système anti-échec. En décembre, j'ai créé ce que j'appelle mon système anti-échec. C'est un ensemble de stratégies pour prévenir l'abandon. Parce que mon ami, l'échec arrive rarement d'un coup. Il arrive progressivement. Un jour manqué devient 2. 2 deviennent une semaine. Une semaine devient un mois. Puis nous avons abandonné complètement. Mon système avait plusieurs niveaux de protection. Le premier niveau était la routine parfaite. Mes 20 minutes à 7 heures. Tous les jours sans négociation. Cette routine était mon fondement solide. Tant qu'elle tenait. Tout allait bien. Le deuxième niveau était le plan d'urgence. Pour les jours vraiment difficiles. Les jours de maladie. Les jours de voyage. Les jours de crise familiale. Ces jours arrivaient inévitablement. J'avais besoin d'un plan B. Mon plan B était simple. 5 minutes minimum. N'importe quoi.
5 minutes de révision de cartes. Ou 5 minutes d'écoute. Ou 5 minutes de lecture. L'important était la continuité. Le troisième niveau était le suivi visuel. J'ai créé un calendrier physique. Sur le mur de ma chambre. Chaque jour où j'étudiais. Je marquais une grande croix verte. Chaque jour manquait restait blanc. Voir toutes ces croix vertes. Voir la chaîne se former. C'était visuellement satisfaisant. Je ne voulais pas briser la chaîne. Le quatrième niveau était la flexibilité intelligente. Je n'étais pas rigide sur le contenu. Certains jours je faisais du vocabulaire. D'autres jours j'écoutais des podcasts. D'autres jours je regardais des vidéos. La variété prévenait l'ennui. Mais la structure restait constante. 20 minutes quotidiennes toujours. Le cinquième niveau était le partenariat. Sophie et moi parlions chaque semaine. Nous avions un rendez-vous fixe. Dimanche à 10 heures du matin. Ce rendez-vous créait une obligation externe. Je ne pouvais pas annuler facilement. Même les semaines difficiles. Même quand je n'avais pas envie. Notre conversation arrivait quand même. Le sixième niveau était la documentation. Je gardais tous mes enregistrements. Toutes mes notes. Tous mes exercices. Chaque mois je regardais mes anciens enregistrements. J'écoutais comment je parlais avant. La différence était toujours visible. Ce progrès documenté me motivait à continuer. Le septième niveau était la récompense différée. Je ne me récompensais pas chaque jour. Mais chaque mois je faisais quelque chose de spécial. J'achetais un livre en français. Ou je regardais un film français au cinéma. Ou je cuisinais un plat français. Ces récompenses mensuelles créaient des jalons agréables. Le huitième et dernier niveau était l'engagement public. J'ai commencé à partager mon voyage. Sur les réseaux sociaux. Pas pour me vanter. Mais pour créer une responsabilité. Mes amis suivaient mes progrès. Ils me posaient des questions. Ils attendaient mes mises à jour. Abandonner signifiait décevoir leur intérêt. Ce système à 8 niveaux semblait compliqué. Mais en pratique il était simple. La plupart fonctionnaient automatiquement. Je n'avais pas à y penser activement. Ils formaient un filet de sécurité. Si un niveau échouait, les autres me rattrapaient. Mon ami, ce système m'a sauvé plusieurs fois. Les résultats que je n'attendais pas. En janvier 2024, exactement un an après avoir commencé. J'ai fait un bilan complet. Je voulais mesurer mes progrès objectivement. Pas avec des sensations vagues. Mais avec des données concrètes.
J'ai fait plusieurs tests standardisés. Les résultats m'ont vraiment surprise. Mon niveau était B1 selon le cadre européen. B1 signifie intermédiaire. Je pouvais avoir des conversations quotidiennes. Je pouvais comprendre des textes simples. Je pouvais écrire des paragraphes cohérents. Ce n'était pas parfait. Loin de là. Mais c'était fonctionnel et utilisable. Mon vocabulaire contenait environ 2000 mots. C'est assez pour 90% des conversations. Les études montrent que les 1000 mots les plus fréquents couvrent environ 80% du langage quotidien. Avec 2000 mots, je pouvais communiquer facilement. Je manquais des mots spécialisés. Mais les bases étaient solides. Ma compréhension orale était mon point fort. Je comprenais environ 70% des podcasts normaux. Pas ralentis pour apprenants. Mais des podcasts pour francophones natifs. Cette compétence était précieuse. Elle me permettait d'apprendre en écoutant. D'absorber du contenu authentique. Ma production orale était mon point faible. Je faisais encore beaucoup d'erreurs. Ma prononciation n'était pas parfaite. Mon débit était lent. Je cherchais mes mots parfois. Mais je pouvais communiquer mes idées. Les gens me comprenaient généralement. C'était l'essentiel finalement. Mais les résultats les plus surprenants n'étaient pas linguistiques. Ils étaient personnels et psychologiques. L'apprentissage du français avait changé ma vie. De façon que je n'aurais jamais imaginé. Premièrement, ma confiance avait augmenté énormément. Pas seulement en français, mais dans tous les domaines. J'avais prouvé quelque chose à moi-même. Je pouvais accomplir quelque chose de difficile. Je pouvais rester constante pendant 1 an. Cette réalisation était puissante. Si je pouvais apprendre le français, je pouvais apprendre n'importe quoi. Deuxièmement, ma discipline s'était améliorée. L'habitude de 20 minutes quotidiennes s'était étendue à d'autres domaines. J'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement. J'ai commencé à lire plus de livres. J'ai commencé à économiser de l'argent. La constance dans une chose crée la constance dans d'autres. Troisièmement, mon cercle social s'était élargi. Grâce aux échanges linguistiques. J'avais maintenant des amis en France, en Belgique, en Suisse, au Canada. Des personnes que je n'aurais jamais rencontrées. Ces amitiés enrichissaient ma vie. Elles m'ouvraient à d'autres cultures. Quatrièmement, mes opportunités professionnelles avaient changé. Mon employeur avait remarqué mon français. Il m'avait proposé pour un nouveau poste. Responsable des clients internationaux. Avec un salaire de 2000 reais.
C'était une augmentation de 600 reais. 43% de plus. Tout ça grâce au français. Cinquièmement, ma relation avec moi-même s'était transformée. Je me respectais plus. Je me faisais confiance plus. Je savais que je pouvais compter sur moi. Quand je faisais une promesse à moi-même, je la tenais. Cette intégrité personnelle était précieuse. Ces résultats dépassaient mes attentes originales. Je voulais juste aider des clients français. Je voulais juste apprendre une nouvelle langue. Mais j'avais gagné tellement plus. Une nouvelle version de moi-même. Plus forte. Plus confiante. Plus capable. Mon ami aujourd'hui, en décembre 2024. Presque 2 ans après avoir commencé. Mon niveau est B2. Je peux regarder des films sans sous-titres. Je peux lire des romans simples. Je peux avoir des discussions complexes. Je ne suis pas fluente encore. Mais je suis compétente. Et je continue à progresser. Ma constance n'est plus un effort. C'est devenu ma nature. Je ne compte plus les jours. Je ne me force plus. J'étudie parce que ça fait partie de qui je suis. Comme me brosser les dents. Comme prendre une douche. C'est juste ce que je fais. Tous les jours. Sans exception. Alors voici mon message final pour toi. La constance ne signifie pas la perfection. Elle ne signifie pas ne jamais manquer. Elle ne signifie pas des séries infinies. La vraie constance signifie revenir toujours. Après un jour manqué. Après une semaine difficile. Après un mois chaotique. Revenir toujours. C'est ça la vraie constance. Tu vas faire des erreurs comme moi. Tu vas vouloir abandonner comme moi. Tu vas douter comme moi. C'est normal et humain. Mais si tu reviens toujours. Si tu recommences toujours. Vous réussirez. Pas rapidement. Pas facilement. Mais sûrement. Le français n'attend personne, mon ami. Mais il accueille tout le monde. Peu importe ton âge. Peu importe ton niveau initial. Peu importe tes erreurs passées. Tu peux commencer aujourd'hui. 20 minutes seulement. Pas demain. Pas lundi prochain. Aujourd'hui. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle t'inspire. J'espère qu'elle t'aide. J'espère qu'elle te montre que c'est possible. Parce que si une vendeuse brésilienne peut le faire, tu peux le faire aussi. Alors bonne chance dans ton voyage. Et surtout, reste constant. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile.
Au revoir mon ami et bon courage.